C'est la théorie de la sexualité de Freud et de Lacan, mais aussi de tenir compte d'un certain nombre de critiques qui ont été adressées à la psychanalyse depuis le début et surtout les dernières décennies, et des critiques qu'il ne s'agit pas tout simplement de réfuter, mais d'en tenir compte. Voilà. Et c'est ce que tu nous proposes aussi de faire dans l'exposé de ce soir, pour lequel je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Alors, donc, Gisèle doit participer à notre séminaire ce soir à 21h, donc à travailler de façon rigoureuse jusqu'à 21h, et on reprend la discussion demain matin à 10h, et peut-être pour compléter d'abord l'intervention, si on n'arrive pas à la terminer ce soir. Alors, ich glaube, alle Teilnehmer haben die deutsche Übersetzung des Vortrages. Ich bedanke mich bei den Übersetzern. Es gibt 3 Übersetzer, bei Georgette Schossler, Daniel Gaspar und Peter Müller, die es ermöglicht haben, dass wir heute auch diesen Vortrag zugleich in deutscher Sprache verfolgen können, und ich hoffe, dass es zu einer sehr regen Diskussion kommen wird. Alors, Gisèle, noch ein Wort. Sie ist Psychiaterin, Analytikerin seit vielen Jahren in Paris in eigener Praxis, war während vielen Jahren auch Vorsitzende von Espace Analytique. Und ich habe sie, in dem Kontext habe ich sie kennengelernt. Seit Espace Analytique eigentlich besteht, ist sie deren Mitglied, wie ich auch. Und ja, Gisèle, c'est à toi. Voilà. Merci. Je me réjouis. Alors, je vais parler lentement. Si je parle trop lentement ou trop vite, tu me dis. D'accord. Je me réjouis aussi de parler avec vous ce soir à Berlin. L'invitation d'André Michels, aussi de Peter Müller, avec qui j'ai correspondu par mail. Et ce, je le disais, dans la suite des journées d'espace analytique qui ont eu lieu sur l'inconscient et le politique, où André et moi partagions une table ronde. Alors, mais ce soir, donc je ne m'arrête pas pour la traduction, n'est-ce pas? Vous l'avez là. La traduction des gens ont le texte traduit, donc tu dis à ton rythme, et puis voilà. Bien, donc je vais essayer de me tenir au texte. Alors, ce soir, plus largement, je vais évoquer avec vous des questions qui concernent la jouissance, le corps, le genre, dans des termes que je vais présenter de cette façon, avec l'argument que je vous ai proposé. Une curieuse fracture, donc, s'est formée à propos des conceptions sexuelles entre les idées à l'œuvre au cœur des sociétés et ce qu'en a articulé la psychanalyse du siècle dernier. La logique toute phallique freudienne s'est vue rectifiée par l'élaboration lacanienne, encore en partie à l'heure actuelle indéchiffrée, et qui comporte un ensemble conceptuel sensiblement nouveau. Un débat de plus en plus vif a vu des discours de portée militante s'opposer en termes de tout à des logiques décrites en termes de pas tout, et ce faisant, ils les ont paradoxalement fait entendre au monde plus que la psychanalyse ne l'avait fait, mais à côté. Il est intéressant donc de situer l'écart à propos des principaux concepts à l'œuvre dans un cas et dans l'autre, parce qu'ils s'éclairent l'un l'autre. Aujourd'hui, où tout le monde à peu près est féministe, mais en des sens différents, j'ai souhaité étudier dans le livre Féminisme et féminité, dont parlait André, le tout et le pas tout, qui est paru donc en octobre 2022, quelques textes précis, les plus marquants à mon sens, ceux qui en tout cas m'ont marqué et intéressé, du féminisme, afin d'isoler les logiques qu'il comporte au regard de celles qui sont à l'œuvre dans le féminin en psychanalyse, notamment lacanienne. C'est de celle-là dont je parle.
les textes féministes qui ont marqué notre époque ont progressivement été remplacés par des logiques radicales, et je remarquais que cette évolution était contenue en puissance dans les positions adoptées en termes de logique du tout que Lacan avait élaboré dans les années 70 pour rendre compte de ce qui avait été attribué au masculin au long des temps dans les discours patriarcaux. Attendez, je vais changer. Excusez-moi, je vous demande une minute. Je change l'affichage. J'essaye du moins. Voilà. Non. Bon, ça ne change pas. Tout en remarquant donc qu'elle formait ce que l'on considérait, c'est logique du tout, comme normal, puisque c'était la seule logique représentée et inscrite dans nos sociétés occidentales. Ce faisant, Lacan objectait alors que ce tout n'était qu'une norme mâle plutôt qu'une normale. Le jeu de mots doit pouvoir se traduire, je suppose qu'il est traduit, selon ce jeu de mots puissant donc, en français, et il ajoutait que cette norme mâle était celle de la névrose en réalité, quel que soit le sexe du sujet qui s'y oriente. Il procédait en énonçant, cette logique procédait en énonçant la dépendance de tous à une fonction dite phallique, commandée par un seul, qui s'en acceptait. Cette logique animait notre loi sexuelle, régissant les rôles de l'homme et de la femme sur un mode dont Lacan avançait dans son séminaire de 1967, le 10 mai précisément, que l'inconscient c'est la politique, à savoir, je cite, que ce qui lie et oppose les hommes entre eux se motive d'une logique, et il poursuivait que cette logique était celle qu'il était en train d'élaborer, celle du fantasme. Au même moment, il dénonçait cette loi sexuelle qui énonce du point de vue de l'homme, je cite à nouveau, « On est ce qui a, on a ce qui est, l'objet féminin », fin de citation, et il la nommait une fiction simplette, sérieusement en voie de révision, et il faisait équivaloir donc l'inconscient et la politique. On voit déjà en quoi. Alors c'était donc une annonce spectaculaire qui est passée complètement inaperçue alors, et plus encore, le fait que cette annonce concernant ce qui lie et oppose les hommes entre eux était d'abord illustrée par ce qui lie et oppose les hommes à l'objet féminin, ce qui n'est pas du tout la même chose, bien entendu, mais qui est aussi de la politique. Ça n'est nullement un rapport naturel des sexes, encore moins un rapport sexuel, comme il allait l'annoncer peu après, puisque cette loi ne concernait qu'un sexe et son objet, en se substituant à un rapport de deux. Établir donc une telle chose, affirmer que ce qui est considéré comme normal n'est qu'une norme mâle, et dès lors n'a plus à être considéré comme normal, relève d'une pensée forte et fortement féministe, m'a-t-il semblé, quelle que soit la manière dont on définit le terme féministe. Je me suis intéressée à ce qui, ainsi chez Lacan, dès les années 60 du siècle dernier, déconstruisait les termes d'une aliénation féminine historique et construisait ceux d'une séparation qui l'est tout autant historique. Cette loi fut depuis sérieusement révisée, comme il l'annonçait, et cette séparation produite, sans que l'on ait d'ailleurs le sentiment que la construction lacanienne y ait été pour quelque chose. Les énoncés de libération de la femme dans la deuxième moitié du XXe siècle se réfèrent essentiellement à ceux des féminismes militants et des études de genre, et non pas à la psychanalyse lacanienne, bien sûr. Le livre que j'ai présenté sur les féminismes et les féminités est celui d'une pensée lacanienne féministe, au sens étendu du mot, donc, rencontrant en certains points les discours féministes traditionnels, si l'on peut dire, ou actuels, mais s'y opposant sur d'autres points. Et il montre, ce livre, l'autre logique
qui est élaboré par Lacan pour désigner ce qui est à l'œuvre dans une part du féminin, cette logique pas toute, qui s'ajoute et qui supplée à la logique toute phallique de cette loi sexuelle prétendant représenter toute la femme en un universel qui n'existe pas. Ce faisant, je constate que cette logique lacanienne du patou relève aussi d'une désaliénation, d'une séparation face à cette loi sexuelle de nos sociétés patriarcales. Car elle y objecte, et c'est là la particularité, sans s'y opposer. Elle s'y prête une par une, sans faire un tout. Et de là, cette logique nous, la femme qui est dans cette logique nous, ce que du discours, on ne peut pas nouer. Donc, depuis le dehors du discours. Pour situer avec précision cet écart, puis cette rencontre entre des discours se revendiquant du féminisme et les pensées psychanalytiques successives, on peut très simplement considérer point par point les lieux conceptuels où il s'exerce, se demander quel a été le propos de la psychanalyse sur tel concept, quelles ont été les critiques dont il a fait l'objet, les réponses qu'elle a élaborées et l'état actuel du débat. Les critiques, c'est un petit peu ce que j'ai souhaité faire pour ce soir. Les critiques que la psychanalyse a reçues sur les questions sexuelles s'adressent notamment à la pensée de la première étape de la psychanalyse, l'étape de Freud et de ses suivants, qui fut, durant fort longtemps, la seule élaboration de la pensée du sexe en psychanalyse. Certaines de ces critiques sont justifiées, même si cette étape a comporté évidemment avec Freud et après lui de grands auteurs psychanalystes qui nous enseignent toujours sur certains points. Les réponses qu'une certaine psychanalyse a faites, d'autre part, à ces critiques, les remaniements qu'elle a opérés sur les conceptions sexuelles et les avancées qui en découlent, notamment quant à notre actualité qui résonne avec elle, concernent, elle, essentiellement l'élaboration de Lacan, qui par contre n'est pas encore suffisamment déchiffrée et utilisée, et notamment dans sa valence féministe. Elle n'est pas d'ailleurs, dans l'ensemble, à ma connaissance, considérée comme féministe jusqu'ici. Certains, bien qu'on en ait des traces, des soupçons, certains lacaniens avaient même énoncé, au nom de Lacan, des positions politiques conservatrices qui n'étaient pas les siennes et qui ont largement contribué à renouveler les critiques adressées à la psychanalyse. Ces modes de lecture ont à l'heure actuelle reculé. Dans les sociétés occidentales, les conceptions sexuelles ont évolué de façon massive depuis une cinquantaine d'années, on le sait, et notamment à partir de discours qui se sont construits dans une opposition déclarée à la psychanalyse sur ces concepts fondamentaux. De telle sorte que si la psychanalyse n'est pas désertée quant à sa pratique, il s'en faut, si cette pratique avec ses effets thérapeutiques apparaît toujours aussi nécessaire et ressentie comme telle, en revanche, sa pensée a tendance à être considérée actuellement comme révolue par nombre de discours, dont, bien sûr, les discours féministes, ceux des genders, les neurosciences, les comportementalismes et autres tendances actuelles. Ceux qui, comme nous, ont commencé leur pratique analytique en ayant le sentiment de participer à une révolution, en somme, en y apportant leur pierre, se découvrent 40 ans plus tard au sein d'un mouvement dont beaucoup de discours considèrent qu'il a raté et que ses jours sont comptés. Lacan avait sur ce point une vision particulière puisqu'il considérait en 1974, dans la troisième, que si la psychanalyse réussissait à faire ce qu'on lui demandait, à savoir nous débarrasser du réel et du symptôme, eh bien, je cite, elle s'éteindrait de n'être qu'un symptôme oublié. Fin de citation. Mais à l'inverse, je cite à nouveau, si le réel insiste, et pour ça, il faut que la psychanalyse échoue, et il faut reconnaître, disait-il, qu'elle en prend la voie et qu'elle a donc encore de bonnes chances de rester un symptôme, de croître et de se multiplier. À quoi il ajoutait un télégramme, en somme, je cite, « Psychanalyste pas mort, lettre suit ». Il riait en somme, mais en ce qui nous concerne, nous rions jaune. Nous rions jaune à cela qui n'est pas une plaisanterie. Quand on est entré en psychanalyse à cause de cette pensée de Lacan
qui faisait le ménage dans les dérives déjà perceptibles de la psychanalyse internationale depuis le milieu du siècle dernier, c'était patent, ayant aperçu que ce ménage consistait à y substituer des concepts effectivement porteurs d'avenir, et que l'on constate, 40 ans plus tard, que sur nombre de points décisifs, comme penser le sexuel, cette pensée n'a pas été véritablement déchiffrée et utilisée, n'a pas porté ses effets à une large échelle dans le siècle. Alors qu'au même moment, chacun s'exprime sur des critiques justifiées contre la psychanalyse et sur ses jours comptés, alors on peut éprouver un sentiment de surprise. Que s'est-il passé? Et d'urgence. Face à cela, il serait peut-être tentant de simplement s'opposer aux critiques faites à la psychanalyse, notamment par les discours féministes et genders, de les réfuter là où elles réfutent la psychanalyse, de se situer en somme en miroir pour reprendre simplement l'offensive. Mais ça n'est pas une position qui me semble soutenable dès lors que la psychanalyse et les psychanalystes ont eu et ont toujours une large responsabilité dans le désaveu auquel ils sont confrontés. En apprenant à nous servir des concepts de Lacan, nous étions déjà largement critiques face à la première étape de la pensée psychanalytique du sexuel. Et c'est resté vrai. Et c'est celle-là d'abord qui fut critiquée à une large échelle par les discours féministes et gender. C'est pourquoi, de façon différente, dans Féminisme et Féminité, j'ai esquissé, à partir de l'opposition lacanienne entre logique masculine ou névrotique du tout et logique féminine du pas tout, un dialogue avec quelques grands textes féministes influents depuis le milieu du siècle dernier. Et on peut ainsi examiner une par une, et souvent avec intérêt, quelques objections massives faites à la psychanalyse. Alors, il est reproché en premier lieu à la psychanalyse de parler d'un choix, alors que ce choix est inconscient et involontaire. Pour commencer par la plus simple, la plus vaste objection, et celle dont l'enjeu concerne de façon évidente l'ensemble de la psychanalyse. L'ensemble des psychanalystes, en effet, à commencer par Freud, utilisent des expressions comme le choix de la névrose, comme si le sujet avait volontairement et consciemment choisi de fonctionner selon telle ou telle structure névrotique. Ou bien encore, chez Lacan, l'être sexué s'autorise de lui-même, ce qui là aussi implique un choix du sujet, comme s'il était volontaire et conscient. Il y a un parasite, vous l'entendez? Il y a un drôle de bruit, tu l'entends, André? Écoutez, Ça ressemble à un chien. On Vous entend n'avez pas de chien, madame? Könnt ihr die Mikrofone ausschalten? Voilà. Ça y est, on est rétabli. Alors, je continue. Voilà. Donc, un choix du sujet comme s'il était volontaire et conscient. Or, en utilisant ces expressions, choix de la névrose, l'être sexué ne s'autorise de lui-même, en utilisant ces expressions, ces auteurs savent bien pourtant, et nous-mêmes évidemment après eux, que le terme de choix n'est pas utilisé là comme à l'ordinaire, puisqu'à l'ordinaire, il signifie généralement un choix conscient, voire un choix éclairé. De fait, ce fut le choix de Freud et de ses suivants, puis de Lacan et de nous, encore, de l'ensemble des psychanalystes, donc, d'utiliser le terme de choix dans ce cas qui outrepasse son sens habituel, qui empiète sur un terrain clinique où précisément chacun sait que ce dont le sujet souffre est de ne pas avoir le sentiment d'avoir eu le choix, en somme, que cela s'est imposé à lui, du moins le ressent-il ainsi. Il est certain que l'emploi de ce terme sur ce mode par les psychanalystes vise à inviter l'analysant, ou tout un chacun qui s'y pencherait, à considérer qu'il est responsable aussi de son inconscient, et pas seulement de son conscient. Bien que ça ne soit pas tout à fait vrai, ou en tout cas pas de la même manière, puisque ce mode de fonctionnement
cet être sexué, par exemple, tout comme cette névrose ou ce symptôme, eh bien, se sont imposés à lui sans qu'il ait son mot à dire, évidemment. Donc, c'est une extension du domaine de la responsabilité qui est le propre de la psychanalyse, qui est énoncée en quelque sorte comme une condition sine qua non pour pouvoir inviter celui qui se présente à l'analyse de ce fonctionnement inconscient en le faisant sien et de là à pouvoir en partie le remanier. On comprend bien qu'un grand nombre de personnes puissent refuser une telle responsabilité là où ils estiment n'y être pour rien. En outre, il est certain qu'un tel usage de ce mot a comporté de la part de nombre de psychanalystes une sorte d'étourderie, une sorte d'oubli. Les psychanalystes oubliant volontiers que cet usage du mot était excessif par rapport aux coutumes de la langue et qui n'était pas utilisé selon son sens habituel et que l'oublier en faisait parfois une chimère et une chimère responsabilisante, c'est le cas de le dire. Donc bien souvent, ce mot a été employé comme si ça ne posait aucun problème, comme si ça ne faisait aucune difficulté, que l'on parle de choix de façon univoque là où le sujet souffrait, comme s'il avait choisi de souffrir de ce dont il se plaignait. Faire semblant d'oublier quelque chose pour donner place à l'acte, à l'action psychanalytique comme telle, se conçoit. L'oublier vraiment, c'est grave, disait Lacan à propos d'autre chose, mais qui le rejoint. C'est-à-dire à propos de ce dont s'origine la pratique psychanalytique chez un analysant, à partir de son analyse, qui décide donc de devenir analyste. Mais c'est également vrai dans le cas du choix. L'oublier vraiment, c'est grave. Il en va de même pour le mode de jouissance que ce sujet subit autant qu'il l'a choisi, puisque là aussi, cette détermination est parfaitement inconsciente et fort difficile à faire évoluer, alors qu'il en pâtit au-delà d'un certain seuil, bien sûr. La psychanalyse attribuant au sujet la responsabilité de son symptôme et de son inconscient, elle le fait certes pour pouvoir éventuellement l'en débarrasser, mais on sait que ça n'est pas si simple, qu'on ne se débarrasse pas si aisément de son symptôme. Et lorsqu'on y parvient, il y faut de nombreuses conditions, dont par exemple la qualité du psychanalyste, puisqu'il s'agit d'une pratique extrêmement difficile, qui n'est pas toujours bien réalisée, il s'en faut, et qui nécessite en outre une durée et un investissement extrêmement conséquents. Tout ça mis bout à bout, on peut tout à fait comprendre que nombre de discours refusent ce propos, cette conception des psychanalystes comportant cette responsabilité de l'inconscient, et ils choisissent de refuser alors même l'hypothèse de l'inconscient. Ils refusent de considérer absolument que leur être sexué résulte d'un choix, dès lors qu'il s'impose à eux comme un destin subi. Ceux qui entendent participer de cette responsabilité, c'est-à-dire ceux qui viennent faire une étape d'analyse, en conçoivent, eux, le bien fondé, mais bien entendu, ça ne concerne pas tout le monde, il s'en faut, et d'ailleurs tout le monde n'en a pas besoin de la psychanalyse. Pourtant, même en le concevant comme un destin subi, les discours dits LGBT soutiennent néanmoins leur orientation sexuelle. On en sait quelque chose. Ils la soutiennent massivement, ils la revendiquent. C'est un retournement donc sur l'envers du propos psychanalytique. Je soulignais lors de nos dernières journées sur l'inconscient et le politique que Simone de Beauvoir avait été la première, par exemple, à commenter Sade, non pas ni pour le célébrer, ni pour lui jeter l'anathème, mais sur le fait que Sade est considéré comme le premier qui a fait de sa pratique sexuelle symptomatique, car violente, bien sûr, néanmoins la base d'une éthique qu'il a revendiquée comme telle et qu'en plus il jugeait qu'elle pouvait s'appliquer à une société entière. Ce retournement particulier consiste lui aussi à considérer sa sexualité, a consisté à considérer sa sexualité comme un destin qui lui était imposé et non un choix, mais pourtant à la revendiquer comme une éthique. Il s'agit donc là d'une démarche tout à fait opposée à la psychanalyse, point par point. La psychanalyse qui, elle, considère le sexuel comme un choix, fût-il subi, comme un symptôme,
et qui de là travaille à ce que l'analysant construise une sexualité avec laquelle il sache mieux y faire, qui soit moins problématique pour lui. Il y a là en quelque sorte un endroit et un envers de la même question dans le mode de négation et d'orientation de ces deux discours, la psychanalyse et les discours LGBT et gender. Le siècle dernier, avec le développement des études de genre et des féminismes, a montré que ce mode de pensée peut comporter des résultats féconds, mais infiniment différents des résultats psychanalytiques. Sur certains points, les critiques adressées à la psychanalyse sont justifiées et d'ailleurs ont obtenu gain de cause, en partie. Sur d'autres points, à propos de découvertes justes de la psychanalyse, elles se sont fait entendre, je le disais, mieux qu'elles, mais à côté. Je souligne notamment le fait que dans presque tous les cas, les points de vue de ces deux modes de discours, en tout cas, s'éclairent l'un l'autre, et qu'il est donc tout à fait intéressant de les confronter. Le deuxième point sur lequel la psychanalyse est jugée ou critiquée, c'est sur la question du genre. La question du genre, c'est-à-dire le genre comme concept, doit, dit-on, se substituer au sexe dans la langue, et d'ailleurs il l'a fait à une vaste échelle à l'heure actuelle. Alors cela a été à juste titre considéré comme un progrès, quelles que soient les radicalités qui en ont émergé, parce que cela fait entendre combien les rôles des deux sexes étaient définis et organisés par des discours et par une logique phallique de nos sociétés patriarcales, comme la psychanalyse l'avait découvert d'ailleurs, combien donc ils étaient peu naturels, contrairement à ce qui s'en disait, à ce que la loi en disait. Ces discours donc LGBT se sont fait entendre mieux que la psychanalyse ne l'avait fait, tant sa première étape psychanalytique était restée, elle, adhérente aux lois sexuelles, dont elle découvrait les termes dans l'inconscient. Freud avait montré combien l'organisation d'une grammaire phallique occupait cette place en définissant un sexe comme ce qui a, et a le phallus, comme symbole de l'organe pénien, et combien l'autre sexe, ne l'ayant pas, était considéré comme châtré. Il attribuait cette définition à l'enfance, on le sait, mais il se trouve qu'elle gardait force de loi dans les institutions, cette définition de la grammaire phallique, dans le cadre d'une société encore massivement patriarcale, au nom d'un père encore largement source de croyances, comme l'était la société de Freud. Là, en effet, naître homme anatomiquement était un destin et naître femme un tout autre destin, cette conception s'étant maintenant fortement amenuisée, notamment sous l'effet de l'indignation qu'elle a suscitée. Qu'est-ce qui se passe? Je continue? Est-ce que je continue, André? Je t'entends pas. Oui, il dit. Je peux continuer. Je t'entendais pas. D'accord. Alors, c'est en ce sens donc que le propos, le vœu de défaire le genre, comme l'annonçait Judith Butler, se concevait, se conçoit, et il s'est d'ailleurs en partie réalisé. Nous sommes dans ce moment passionnant, après tout, de l'histoire du rapport des sexes, où la loi sexuelle universelle a été en effet sérieusement révisée, comme Lacan l'annonçait, car quel que soit son sexe, chacun peut participer au discours et à leur réalisation et choisir, entre guillemets, son être sexué selon une logique du tout ou bien une logique du pas tout, ce qui de fait s'oriente selon ce que Lacan avait décrit, voire annoncé dans les années 60-70 du siècle dernier. Est-ce que donc le mot genre et son concept sont tout à fait équivalents à ce que la psychanalyse avait décrit comme rôle sexuel sur le plan social et être sexué sur le plan subjectif? En partie en effet, mais il y a une différence importante. Les genders estiment que le genre est tout à fait indépendant du sexe.
après que la psychanalyse a découvert qu'il n'en est pas totalement dépendant. Ce qui était déjà une découverte énorme, bien sûr. Il en dépend en effet, le genre, en partie du sexe, dès lors que l'accueil du sexe de l'enfant à la naissance et ensuite fait partie de ce qui va déterminer son orientation sexuelle ultérieure à lui d'une façon ou d'une autre. Les discours qui annoncent le genre comme totalement indépendant du sexe ont donc effectué un virage au tout, un pourtoutisme, dirait Lacan, un virage où le pas tout devient tout, où le pas rien devient rien. Ce qui, quoique inexact, revêt une certaine efficacité politique et conceptuelle, et c'est pourquoi nous devons lire les deux discours, à mon sens. Ce virage, donc, aboutit à l'idée que chaque genre subi comme un destin peut être changé, et ce changement revendiqué. Le concept de transgenre, lui, venant demander une sanction anatomique, médicale et identitaire de ce changement, sans revendiquer cependant tellement un changement dans la jouissance. Je vais passer au troisième point, sur lequel des choses massives sont reprochées à la psychanalyse. Il est reproché à la psychanalyse de s'en tenir à un binaire sexuel, pour ce qui concerne la sexuation, en épousant donc la sexuation anatomique qui, elle, en principe, est binaire. Il y a deux sexes. Il lui reprochait à la psychanalyse cette dualité sur laquelle se sont construits les rôles sexuels définis dans les discours patriarcaux comportant une aliénation de la femme. La loi universelle dite hétéronormée de ces sociétés instaure la femme comme objet de l'homme avec pour symbole unique de domination et de pouvoir le phallus qui porte la signification des objets qu'on a ou qu'on est autant que le signifiant non négativable du désir. L'étape première de la psychanalyse, ayant d'abord rendu compte de cette organisation sexuée exclusivement selon le phallus, attribuait à la femme dans la généralité, ce qui ne peut être qu'un symptôme particulier, le pénisneide, le fait pour une fille d'être considérée et de se considérer comme châtrée en termes d'organes, comme si la castration centrale du par-l'être était causée au niveau de l'existence ou non d'un organe. Là, Lacan a eu beau faire remarquer qu'on nous en rebattait suffisamment les oreilles de ce pénisneide, cette conception n'a pas cessé à une vaste échelle jusqu'à très tard, jusqu'à très récemment, jusqu'à ce que les discours militants soient entendus. Reconnaissons-lui toutefois à ce pénisneide l'intérêt d'avoir soulevé chez les féministes tant d'indignation logique qu'elle a contribué à l'ardeur de leur dénonciation, laquelle fut, elle, entendue. Lacan, qui s'en moquait, ne fut pas entendu, mais celle-là fut entendue. Les rapports de sexe ayant évolué, avec les guerres mondiales notamment, certains psychanalystes avaient déjà objecté à cette conception, mais ils avaient été réfutés quand, au milieu du siècle dernier, en 1949, très exactement, cette même notion de pénisneide fut reprochée à la psychanalyse par Simone de Beauvoir et elle commença à être progressivement entendue à une large échelle. Elle soulignait que le pénis était valorisé comme organe symbolique du sexe dominant et non pas en soi, et que donc il était problématique de définir une castration psychique là-dessus. Elle récusait par conséquent la phrase « l'anatomie, c'est le destin », phrase de Freud, en la faisant dériver d'une loi politique qui ne s'avouait pas et qui brandissait la nature comme un alibi. Quoique de façon discrète donc, Lacan a tout autant récusé cette notion du pénisneide qu'il appelait une dénégation, la dénégation consistant à attribuer un manque à propos d'un organe qu'il n'avait jamais été question d'avoir. De plus, la sexuation toute phallique décrite par la psychanalyse freudienne établissait entre les sexes un rapport de complémentarité entre celui qui a et celle qui manque, ce qui semble bien se compléter
pour former une loi sexuelle ayant l'air d'un rapport sexuel où un A et A ce qui est l'autre, c'est-à-dire un rapport de deux sexes qui doit fonctionner comme un rapport sexuel, mais qui n'en est pas un. Il n'y a en fait nulle complémentarité entre les sexes à un niveau sexuel et il n'y a nul rapport entre eux qui soit basé sur du sexuel de ce fait, notamment sur leur jouissance, et pas seulement de ce fait, bien sûr. À la base, leurs jouissances sont justement disjointes. Or, la loi sexuelle produite à partir de la fonction phallique définit l'un par l'autre. Est homme ce qui a le phallus, mais ce qui a tout court, et a une femme, et femme ce qui n'a pas, ce qui est, et est ce qu'a un homme. La définition de la loi sexuelle implique ceci, Lacan l'a décrivait ainsi, comme cette fiction simplette, impliquait ainsi un désir d'avoir une femme pour pouvoir être un homme, et un désir d'être la femme d'un homme pour pouvoir être une femme. De sorte que cette loi permettait de définir d'un seul coup d'un seul et l'identification sexuée et le choix d'objets sexuels, chacun dépendant étroitement de l'autre. Et pourtant, on sait bien que cela ne recouvre pas l'expérience psychanalytique, que dans cette expérience, un homme peut se sentir homme tout en désirant un homme et qu'une femme peut se sentir femme tout en désirant une femme. Cette loi sexuelle, à l'étape actuelle, est massivement récusée, par les jeunes générations notamment, et ce tout de la fonction phallique qu'elle condensait a comme volé en éclats. Cependant, il semble qu'à sa place, à l'heure actuelle, pour l'actuel, une orientation se fasse sentir qui oppose à ce tout phallique un rien phallique, lequel n'est qu'une autre face du tout. En outre, elle met en doute cette orientation, l'existence de deux sexes anatomiques, cette orientation féministe actuelle, elle met en doute l'existence de deux sexes anatomiques sur la base d'une infime proportion d'enfants nés intersexes, 1,5 à l'heure actuelle, ces enfants étant jusqu'ici réorientés d'une manière arbitraire par le corps médical, réassignés à un sexe ou à un autre, avec des séquelles plus ou moins importantes. La mise en avant donc des enfants intersexes sert à nier l'existence anatomique de deux sexes. Il y en a plus que deux. Cette négation de l'évidence anatomique, comme si, au même titre que le genre, elle était politique, a le mérite de donner le vertige à l'humanité sexuelle quant à ses repères immémoriaux, mais elle apporte une pointe, je dirais, d'absence de sérieux au sein du sérieux des objections précédentes. Cette revendication d'un genre non binaire, notamment sur le modèle de l'anatomie monstrueuse intersexe, propos provoquant, on le sait, de Paul B. Preciado, au psychanalyste de l'ECF, a néanmoins gagné tant de terrain dans l'opinion, notamment chez les jeunes, et y compris au niveau politique, que certains pays acceptent maintenant comme identité sexuée déclarer un troisième sexe ou un genre neutre. Le tout, je fais une parenthèse, le tout fut-il inexact est plus efficace que le pas tout fut-il exact. Ça, c'est une particularité de langage. En réalité, la véritable révolution, à mon sens, fut conceptualisée par Lacan en termes de pas tout. Car cette logique ouvre l'exploration d'un champ jamais pensé jusque-là, satisfaisant pour les féminités si on en identifie toutes les conséquences et tous les ressorts, dont je ne traite pas ici, dont j'ai traité ailleurs, mais qui éclaire en nous d'autres dires que ceux des féminités, des dires dont la logique n'était auparavant soupçonnée qu'en termes d'ésotérisme ou de poésie, c'est-à-dire absente. Mais le pas tout ne s'entend pas, et notamment il ne s'entend pas des politiques. Il ne s'entend pas beaucoup plus des psychanalystes, à vrai dire, dont c'est à l'étape actuelle en tout cas, dont c'est pourtant la pratique logique. Qu'a dit de fait la psychanalyse sur les conceptions sexuelles? Freud avait découvert la phase phallique de l'inconscient dans les deux sexes. Il en avait situé la prévalence et l'omniprésence dans l'enfance,
quoique cette conception ne disparaisse jamais vraiment dans nombre de cas. Elle était aussi tout prévalente donc dans les lois et les discours des sociétés que dans l'enfance, où le féminin n'était pas, là non plus, conçu autrement qu'entièrement déductible de cette fonction du phallus, de cette fonction phallique, de par une confusion du phallus avec le pénis, définissant la femme en défaut au regard de cette conception toute phallique et au regard d'une conception anatomique de la castration. Alors, ceci au nom d'un père dont l'homme était le sujet, muni d'un objet, selon la structure du fantasme, muni d'un objet féminin, comme la Genèse le montre, le met en scène. Lacan a bouleversé cette conception, alors que nombre de discours considèrent qu'il n'a rien changé à ça, ou l'accusent même de célébrer le phallus et le nom du père parce qu'il en parle. Il ne faut pas les nommer. Il ne faut pas les nommer. Ni phallus, ni nom du père. Il ne faut pas les nommer. Dès qu'on les nomme, c'est forcément qu'on les soutient, ce qui est extraordinaire. En fait, il n'a pas été lu, en vérité, par ces discours-là, par les genders et les féminismes, ou seulement de façon superficielle, sans suivre pas à pas la logique de sa déconstruction du patriarcat et de ses signifiants maîtres. Je l'ai interprété en ces termes à partir de 1995, et on est en effet obligé de l'interpréter pas à pas. Le texte de Lacan, tant il est, qu'il soit oral ou écrit, tant il est chiffré. On peut voir d'ailleurs qu'il déchiffrait jusqu'à son origine historique, mythique, fictif, de fiction, la castration évoquée dans le rapport sexuel, tel qu'il l'avait identifié, isolé en 1963, donnant lieu pour la combattre à la construction du concept du phallus. Puis il en a cherché la source logique, comme Freud l'avait fait d'abord dans le corps, non pas cependant dans l'anatomie d'un corps au regard de celle d'un autre, comme cela a été entendu, mais dans leur rapport sexuel, c'est-à-dire dans le rapport de deux corps, et dans la physiologie de leur mode de jouissance respectif, caractérisé par une disjonction, ce que la sexologie américaine avait en quelque sorte en partie annoncé au milieu du siècle dernier, mais tout autrement. Lacan découvrait donc que le phallus avait été construit comme symbole pour combattre l'effet de cette détumescence décisive de l'organe pénien suivant l'orgasme, décisive pour le rapport sexuel, bien sûr, limite donc matérialisée du rapport sexuel entre hommes et femmes, s'opposant, se substituant à une conjonction des jouissances. Les deux sexes sont soumis à cette limite de la jouissance phallique masculine qui participe à leur disjonction. Le phallus est obstacle au rapport sexuel, allait élaborer Lacan. Cette déconstruction du phallus avait conduit Lacan à considérer donc que le phallus est obstacle, et plus encore lorsqu'il fut érigé, je parle du phallus, donc du symbole, comme signifiant. Plus encore lorsqu'il fut érigé comme signifiant, parce que, donc à partir des mystères, parce que là, il masquait le non-rapport sexuel et il substituait un jouir de l'autre à un jouir avec l'autre en échec. C'est un tournant que Lacan a identifié donc à l'époque des mystères. Si on se familiarise avec cette avancée, si l'on en saisit la logique et la cohérence, si l'on voit ce que ça éclaire dans l'expérience réelle, alors comment considère-t-on avec Lacan la sexuation et le rapport des sexes en psychanalyse? Est-ce un binaire? En réalité, Lacan a tôt fait remarquer que les lois sexuelles qui énoncent l'homme comme ce qui a et à la femme comme ce qui est ne concernent pas la jouissance de deux sexes, mais concernent la jouissance d'un seul et son objet. Non pas tout à fait le masculin comme tel d'ailleurs, mais le phallique, le genre phallique qui distribue la disposition de l'un par l'autre au nom du père. C'est cette loi que Lacan critiquait dès l'instance de la lettre 1957, en soulignant que cette loi contenait la femme comme un fétiche,
Il n'y a que le phallus à être heureux, disait-il plus tard, beaucoup plus tard dans Encore, et non pas le porteur du dit, critiquant là Freud qui commentait le bonheur du phallus. Lacan montrait que ce binaire ne réside qu'au sein de l'anatomie et que s'identifier à un homme ou à une femme sur cette base est purement imaginaire, ce qui ne veut pas dire sans effet. Car dans l'inconscient, il n'y a nulle représentation d'un homme ou d'une femme, mais seulement un signifiant pour les deux, le phallus, qui organise selon la loi sexuelle les corps sexués entre ceux qui l'ont et ont celles qui le sont. Reprocher à la psychanalyse donc le soutien d'un binaire sexuel que Lacan n'a eu de cesse de montrer absent, et notamment par son axiome « il n'y a pas de rapport sexuel », pas de rapport de deux sexes comme tel, comme le prétend la loi sexuelle, eh bien, reprocher à la psychanalyse ce binaire est une ironie de l'histoire, notamment, en tout cas, à la psychanalyse de Lacan. Je ne dis pas la psychanalyse lacanienne, parce que ça sous-entendrait là que tous les lacaniens, en quelque sorte, mettent en œuvre la pensée de Lacan, ce qui, bien entendu, d'abord est impossible, mais en plus est faux. C'est donc une ironie de l'histoire que de reprocher ce binaire à la psychanalyse de Lacan, mais sans doute nombre de psychanalystes l'ont-ils cru et répandu. Pour rompre plus encore avec cet universel de la loi sexuelle, Lacan, en ayant repris la proposition de Freud qu'il y a des normes sociales faute de toute norme sexuelle, avançait donc que chacun s'oriente selon la logique sexuée où il se place, quel que soit son sexe, ce qui ne veut pas dire sans aucun rapport avec son sexe. S'oriente soit donc vers la logique toute phallique construite pour le masculin, ou la jouissance est phallique à la fois dans les réalisations du discours, donc les réalisations socio-professionnelles, et à la fois dans l'amour, ou la vie amoureuse, ou la vie sexuelle, ou bien, autre possibilité, une logique pas toute phallique, où la jouissance est phallique dans les discours et dans leur réalisation, c'est là le point commun des deux logiques, mais où certaines femmes, hors du discours, objectent à la fonction phallique, et notamment dans l'amour, dans la vie sexuelle, avec un autre qui partage cette jouissance. Cette logique pas toute, donc, a un pied dans le discours et un pied hors de lui, un pied dans la fonction phallique et un pied hors d'elle. Elle est un dire et non pas un dit, puisqu'elle n'est pas dans le discours, cette autre jouissance, et notamment dans le couple sexuel, c'est là qu'elle intervient comme un dire et non comme un dit, et c'est ce pourquoi il est aisé de ne rien en savoir, puisque c'est un domaine privé et hors du discours, et un dire s'entend beaucoup moins qu'un dit, même si bien souvent il dit plus de choses qu'un dit. Cela ne fait pas deux sexes donc dans la loi du discours, mais des sujets phalliques, presque asexués en somme. D'ailleurs, le vêtement lui-même manifeste désormais l'unisexe, tandis que hors du discours, dans les actes et les dires, un par un, et non pas dans l'universel, il existe, il peut exister, par choix, là aussi le terme de choix intervient, un supplément non phallique qui se montre actif. C'est là où l'objet est actif, l'objet au sens lacanien. Le patou est déterminant pour situer notamment l'intervention propre aux féminités qui se manifeste selon ce dire et non selon ce dit. Un dire donc propre à chacune parce qu'il ne peut en aucun cas relever d'un universel et il se construit au cas par cas, c'est-à-dire selon chaque couple, selon le désir à l'œuvre dans chaque couple sexuel. Il y a bien sûr des points communs, mais en aucun cas ces constructions ne sont les mêmes, selon le désir de cette femme-là concernant cette autre-là, qui le plus souvent est un homme, mais pas uniquement, qui peut être donc une autre femme, et d'ailleurs une logique patou n'est pas non plus exclue dans le cas d'un couple d'hommes, on ne peut pas l'exclure a priori. La jouissance phallique en tout cas de l'un n'est pas seule à l'œuvre là, dans un tel couple qui met en œuvre la logique pas toute, parce que la jouissance de l'autre
qui y trouve sa place consiste à jouir de l'autre comme corps, donc à l'avoir. Et ça, c'est pas une jouissance phallique. On peut supposer que les discours à visée d'évolution politique refusent une telle conception, on peut le concevoir, puisqu'après tout, seul importe en politique ce qui advient au discours. Et d'autre part, le silence, ce que j'ai appelé le silence du patou, peut être considéré comme une soumission qui ne se dit pas. Il l'est en tout cas par les mouvements militants. Ce qui ne se dit pas est une soumission. Le dire n'intervient pas. C'est donc un refus de ce qui est en dehors du dit. Ce qui est en dehors du dit est supposé soumis, en somme. La logique patoute ne peut convaincre les discours féministes. Je m'en rends bien compte. Pourtant, c'est là que, selon Lacan, les femmes ont les hommes, c'est-à-dire hors du discours. Parce que c'est là qu'elles peuvent en jouir comme corps, de l'autre comme corps, l'homme, lui, ne le pouvant pas. Donc, j'ai résumé là très rapidement ce que j'ai longuement développé dans différents ouvrages. Bien sûr, je n'attends pas à susciter une conviction avec un schéma si bref, si brièvement évoqué, mais seulement à souligner l'étendue de la réponse de Lacan à partir du milieu du XXe siècle aux conceptions toutes phalliques de la psychanalyse internationale, comme de celle des sociétés occidentales dont elle était restée fort proche. J'appelle donc féministe cette pensée de Lacan, même si ce mot est généralement restreint. Je n'y tiens pas tant que ça d'ailleurs, c'est juste pour attirer l'attention. Ce mot est généralement restreint à une démarche de pensée militante, relevant d'énoncés élaborés au nom de toutes les femmes et de toute la femme, alors que, bien entendu, la logique pas toute de Lacan s'énonce au nom de pas toutes les femmes et de pas toute la femme. Et elle recèle pourtant des éléments de ce qu'on peut appeler un féminisme. En effet, elle consiste d'abord à objecter à la construction de ce tout phallique comportant une aliénation psychique, économique, politique de la femme et de l'homme aussi d'ailleurs. Et puis elle élabore ce qui en comporte une issue applicable pour chaque sujet, quel que soit son sexe et quelle que soit l'organisation sexuée à l'œuvre, LGBT, etc. On peut concevoir donc que les féminismes militants ne veuillent pas tenir compte d'une jouissance, d'un avoir qui ne se dit pas, et il ne se dit pas notamment parce qu'il objecte à la loi de ce qui se dit. C'est pas une question de secret, c'est une question de compatibilité. Donc les mouvements militants préfèrent changer la loi quand là-dessus, la psychanalyse, elle, ne propose que le fait établi, que chacun s'oriente selon la logique qui lui va, quel que soit son sexe, en déconstruisant par contre l'universel. C'est bien peu, diront-ils, donc, les mouvements militants, or c'est beaucoup, je trouve, pour ce que cela change en réalité, notamment pour sortir de la logique du tout, qui est celle, encore une fois, de la névrose et de la norme mâle, et dont les féminismes ne sortent pas, eux. Ces discours proposent, en effet, en miroir, pour s'opposer, à l'heure actuelle en tout cas, pour s'opposer aux logiques toutes phalliques du masculin, des logiques en rien phalliques du féminin. Le féminin n'a rien à voir avec le phallus. Voilà la position que ces discours soutiennent. C'est parfois annoncé d'ailleurs comme un progrès. On utilise beaucoup à l'heure actuelle le terme de sororité et on se réclame beaucoup de Scum. Vous connaissez Scum, c'est le manifeste de Valérie Solanas, il y a un certain temps déjà, des années 80 aux USA, le manifeste pour éliminer les hommes. Je vais peut-être, comme André le proposait tout à l'heure, m'arrêter là, il est 8h30, pour que nous commencions, si vous voulez, à discuter. Et puis je continuerai demain. Qu'en penses-tu? Je ne t'entends pas. Oui, je n'ai pas encore commencé. Je crois que c'est une très bonne idée parce que tu as déjà donné pas mal de matériel qu'on peut discuter. Et comme ça nous laisse le dessert pour demain. Le dessert phallique. Ja, ich denke, wir können anfangen zu diskutieren und jede Wortmeldung ist willkommen. Der Beitrag ist
so reich und wirft so viele Fragen auf, dass wir irgendwo ansetzen können, um Fragen zu stellen. Voilà, donc voilà, qui a envie de poser, de commencer à discuter. En tout cas, je remercie beaucoup Gisèle pour ce survol très riche et qui nous donne vraiment une vision très générale de la situation actuelle de la psychanalyse et des enjeux majeurs qui s'adressent à la psychanalyse. Parce que aussi, je te remercie beaucoup de ne pas avoir fait l'impasse, au contraire, sur ces questions dont les psychanalystes n'osent pas trop parler parce que ils sont un peu mal à l'aise, mais tu abordes un certain nombre de questions, de critiques, et qui sont fondamentales et qui peuvent être un enrichissement extraordinaire pour la psychanalyse. Oui. Dans la mesure où on en tient compte et on essaie aussi de renouveler notre discours à partir de ce qui se dit à l'heure actuelle, dans la société actuelle. Ich sage, es ist eben, ich finde hervorragend in dem Beitrag, den wir bis jetzt gehört haben, inwiefern Gisèle auf die Kritiken eingeht, die an die Psychoanalyse gerichtet werden und die sozusagen eine Herausforderung sind und zu gleicher Zeit auch eine Chance darstellen für die Psychoanalyse, sich mit der aktuellen Situation zu beschäftigen, der aktuellen sozialen Situation, aber auch diskursiven Situation, mit der Art und Weise, wie heutzutage über die Sexualität gesprochen wird und wie auch die Sexualität verdrängt wird. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi, à partir de ce que tu as repris sur cette opposition entre le genre et le sexe, qu'il fait partie d'un ton quel est ce propos de Kant über einen neuerdings erhobenen vornehmen Ton, d'un ton noble, vornehm, wie würde man sagen, d'un ton Noble. Comment? Noble. D'un ton noble utilisé à l'heure actuelle en parlant de genre, c'est une façon aussi de refouler, c'est une nouvelle forme de refoulement et qui va plus loin aussi de rejet de ce qui est sexuel, ouais, de dénégation, ce qu'on voit chez pas seulement dans le discours gender, des gender studies, des études sur le genre, mais aussi chez les patients transgenres, entre autres, c'est une négation de ce qui est sexuel. C'est-à-dire que ça n'a même pas lieu d'être. Et donc, quand on pose la question de la jouissance, on dit, mais c'est pas une question. C'est pas... Das heißt, dass man heutzutage mit einer Situation konfrontiert wird, eben auch aufgrund des Versuchs der Substituierung der Sexualität durch die Gender-Thematik, dass eine Substitution, die zur Folge hat, dass die Sexualität zumindest, oder alles, was die Sexualität betrifft, zumindest verdrängt, wenn nicht verneint, verworfen wird. Verleugnet. 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 Ja. C'est un désaveu aussi du sexuel. Il y a toutes les formes de défense contre le sexuel qui sont à l'œuvre à l'heure actuelle. Ouais. Et donc, c'est presque une période qui rappelle les débuts
de la psychanalyse freudienne, encore que au bout de 120 ans, la situation a profondément changé. On est dans un autre moment, mais ça rappelle quelque chose de cet ordre. Et c'est comme si il fallait redécouvrir. Ja, das heißt, ja, dass wir uns in einer Situation befinden, die wie eine Anspielung ist an diejenige, die Freud vorgefunden hatte am Ende des 19. Jahrhunderts, von einem gesellschaftlichen Diskurs der Sexualität gegenüber. Natürlich ist sie nicht zu vergleichen, weil nach 120 Jahren Psychoanalyse sich doch einiges geändert hat. Wir befinden uns in einer ganz anderen Zeit. Aber es gibt einige Anspielungen und die mit einer großen Vehemenz in die Mitte unserer Gesellschaft eingebrochen ist, wie man sich der Sexualität gegenüber verhält. Ja. Comme une première réaction aussi de ce que tu as dit, ce que ça m'évoque, mais on va peut-être voir s'il y a peut-être d'autres questions qui surgissent et qu'on peut essayer de formuler avant que tu n'essaies de reprendre, de répondre. Je peux? Yeah, Johanna? Oui. Oui, bonjour madame, je suis Johanna Fennemann. Alors, est-ce qu'il s'agit seulement du sexuel, ou est-ce que ce n'est pas plutôt une négation de quoi, un désaveu, une Verleugnung de quoi que ce soit de différence? C'est rendre plat de tout. Hein? Et puis, comme autre demande, est-ce qu'on pourrait dire que ce que Freud disait de la libido qui n'était que mâle, qu'est-ce que c'est par rapport à la jouissance phallique? Bien. En allemand, il faut le traduire. Ja, also es wird vom Sexuellen gesprochen, aber ist dieses Ganze nicht die Verleugnung jeglicher Differenz? Also es soll alles platt gemacht werden. Und dann als weitere Frage, könnte man, ja, ich sage das jetzt gleichsetzen, das, was Freud sagt über die Libido, dass sie nur männlich ist, wie steht das zum phallischen Genießen, Jouissance phallique? Je réponds? Oui, tu peux y aller. Ouais. Alors, tu fais des petites phrases pour ça. Moi, je traduis en allemand ou quelqu'un d'autre. Ouais. Alors, le premier point, celui dont parlait André, je crois que le terme de sexe, au sens notamment il y a deux sexes, est en effet profondément à l'heure actuelle refoulé. Das heißt, der erste Punkt ist, dass der Begriff von Sex, soll man das so übersetzen oder mit Sexualität, heutzutage, insofern es zwei Geschlechter gibt, zwei Sexe, ist in der Tat, dass das heute grundlegend verdrängt wird. Et c'est notamment dans le sens de ce refoulement, bien sûr, que veut aller et que va le concept de genre, bien sûr. Und dieser Begriff von Gender geht in diese Richtung, einer Verdrängung der Sexualität. Ja. Je vais vous donner un exemple qui en donne une idée. Ein Beispiel gebe ich Ihnen. Je parlais avec un enfant de 10 ans à peu près. Ich habe mit einem Kind von 10 Jahren gesprochen. Je faisais part de son interrogation sexuée. Alors, à cet âge-là, à ce moment-là, das Kind hat über sein Fragen über die Sexualität gesprochen in diesem Alter. Je voulais lui poser la question très simple.
de savoir s'il était content de son sexe, c'est-à-dire d'être un garçon. Und ich habe ihm die ganz einfache Frage gestellt, ob mit seinem Sex, Geschlecht würde ich übersetzen, zufrieden ist, ein Junge zu sein. Et je lui ai donc dit, es-tu content de ton sexe? Ich habe gefragt, bist du mit deinem Sex zufrieden? Dans la conversation, c'était très clair. In diesem Gespräch war das sehr klar. Qu'est-ce qui était très clair? Que je parlais du sexe masculin qui était le sien. Das war klar, dass ich über sein Geschlecht, sein männliches Geschlecht gesprochen habe. Or, il a rougi, il s'est troublé et il m'a dit, je ne suis qu'un enfant. Und dann errötete und war etwas gêné, wie sagt man, geniert, verlegen und sagt, ich bin nur ein Kind. C'est-à-dire que pour les enfants de 10 ans à l'heure actuelle, le mot sexe, au sens sexe masculin, sexe féminin, a disparu. On ne l'entend plus que comme organe sexuel. Das heißt, qu'est-ce qui a disparu? Le mot sexe? Dans sa signification, il y a deux sexes. Dans la signification, sexe masculin ou sexe féminin. Ja, in seiner Sprache des Kindes von 10 Jahren ist diese Begrifflichkeit männlich-weibliches Geschlecht verschwunden. Also der Begriff Sex in dieser Bedeutung von männlich-weiblich ist verschwunden. Alors, le deuxième point auquel je vais essayer de répondre, c'est la question sur le rejet, je ne sais plus si c'était le rejet ou le refoulement de la différence plutôt que le rejet ou le refoulement du sexe. C'est bien ça. Der zweite Punkt betrifft dann die Verdrängung oder Verwerfung der Differenz, der Geschlechter und des Geschlechterunterschieds. Alors, si j'ai bien compris la question, je réponds non. Pas d'accord, je vais vous expliquer pourquoi. Also ich antworte mit Nein, aber was? Tu réponds non à quoi? J'ai bien compris la question, c'était est-ce que le rejet du sexe n'est pas d'abord un rejet de la différence? J'ai compris la question comme ça. Ja, ich habe die Frage so verstanden, dass die Verwerfung des Geschlechts eine Verwerfung der Geschlechterdifferenz ist. Alors, évidemment, tout dépend ce qu'on entend par différence, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi. Was auch immer man unter Differenz versteht. Pourquoi je pense que c'est vraiment le sexe lui-même qui est tout ce qui est le sexe, le sexuel, au sens de Freud, qui est en effet rejeté ou refoulé, etc. Ja, ich gehe davon aus, dass alles, was die Sexualität betrifft, im Sinne Freuds eben verdrängt wird. Alors, pour ça, par exemple, je pourrais y répondre de 1000 façons, mais je vais répondre à partir d'une chose extrêmement vaste. Ja, ich erweitere das Feld, von dem aus ich versuche, auf die Frage zu antworten. On a toujours reproché à Freud, et évidemment on continue, de mettre le sexuel au centre du psychisme. Man hat Freud immer wieder vorgeworfen und man fährt weiter das zu tun, dass die Sexualität ins Zentrum des Psychischen verlegt oder setzt. Et donc, on lui a proposé toutes sortes d'alternatives. Est-ce que ça serait pas plutôt ça qui est au centre ou tiens, peut-être la différence, par exemple, etc. Und man hat ihm verschiedene Vorschläge gemacht, etwas anderes an diese Stelle zu setzen. Ja. Zum Beispiel die Differenz, den Unterschied. Eh bien, moi, je dirais que jusqu'à Lacan, on ne pouvait pas justifier pourquoi Freud avait raison.
pas véritablement justifié pourquoi Freud avait raison de maintenir le sexuel au centre. Das heißt, ich denke, dass bis Freud, bis Lacan, war man nicht in der Lage, genau diese Frage zu beantworten, warum Freud die Sexualität ins Zentrum des Psychischen gesetzt hat. Alors, pourquoi Lacan a non seulement donné raison à Freud, mais donné la raison de ce pourquoi Freud avait raison? Weshalb hat Lacan Freud nicht nur Recht gegeben, sondern auch den Grund angegeben, warum er Recht hat? Je l'ai évoqué très brièvement dans mon exposé. Ich bin darauf sehr kurz in meinen Vortrag eingegangen. Je vais le faire à nouveau très brièvement, mais pour insister là-dessus. Ich werde kurz darauf zurückkommen. Lorsque Lacan relève le défi du roc biologique de Freud, ja, wenn Lacan auf die Herausforderung des biologischen Felsens, des gewachsenen Felsens bei Freud zurückkommt, il met au principe de la castration, non plus bien sûr la castration symbolique, imaginaire, qui avait été là soulignée. Johanna, tu dois fermer ton micro parce qu'on t'entend trop. Voilà, merci. Donc, alors j'ai oublié ce que tu avais dit. En relevant le défi du roc biologique, ouais. faisait de la castration quelque chose qui était désormais issu du rapport sexuel par défaut. Deshalb, aufgrund dessen hat Lacan dann die Kastration als etwas herausgearbeitet, das sich aufgrund des Geschlechterverhältnisses ergibt. Oder ja, du rapport sexuel, man kann auch sagen, des Geschlechtsverkehrs. Ja. Alors donc du rapport sexuel en défaut, c'est-à-dire du non-rapport sexuel, justement. Das heißt, eben dieses Rapports und dieses Verhältnisses, dass es nicht gibt. Dont il va faire en 1971 l'origine du langage. En fiction, mais quand même, l'origine topologique du langage. Ja, das heißt, und geht dann so weit, 1971, aus dieser Konstellation und der Kastration, die so verstanden ist, den Ursprung der Sprache zu machen. Als eine Fiktion und als eine Topologie. Ja. Et donc, elle dit ceci, cette fiction, parce que le sexe ne forme pas un rapport entre l'homme et la femme. Er sagt dann aus dieser Fiktion, dass eben weil der Sex kein Verhältnis darstellt zwischen Mann und Frau. Parce que le rapport sexuel n'est justement pas un rapport. Weil eben das Geschlechterverhältnis kein Verhältnis ist. Alors, le langage a été appelé pour former un rapport par la parole. Und an dieser Stelle ist dann die Sprache getreten, um ein Verhältnis darzustellen par la parole, durch das Sprechen, durch die Sprache, ja. Un rapport par la parole que le sexe, lui, ne forme pas. Ja, eben ein Verhältnis, das Geschlecht die Sexualität nicht darstellt. Et quand on a en tête cette boussole extraordinaire, ja, weil man mit davon ausgeht als Orientierungspunkt, on s'aperçoit pourquoi le sexe est toujours au centre du psychisme. Dann kann man verstehen, weshalb die Sexualität jeweils im Zentrum des Psychischen steht. Mais qu'il y est par son défaut. Aber dass eben der Sex da ist, dadurch, dass die Sexualität eben an diesem zentralen Punkt ist, dadurch, dass sie dort abwesend ist. En tant qu'il est en défaut.
oder ja, dadurch, dass sie dort fehlt. Ja. Il est en défaut au point que tout le langage consisterait à y suppléer. Und er fehlt dort oder sie fehlt dort insofern die ganze Funktion der Sprache darin besteht, pour y suppléer. C'est une grande question, comment se traduire suppléer. Ja, den Mangel zu ersetzen, ja. Parce que suppléer, justement, n'est pas substituer. Ah oui. Ah oui. Voilà. C'est pas une forme de substitution, mais alors on peut peut-être, parce que c'est aussi un point intéressant, comment est-ce qu'on pourrait expliquer suppléer par différence, en différenciant de substituer, remplacer, etc. Also die Frage ist, wie kann man suppléer übersetzen? Ich insistiere darauf, weil dieser Begriff so oft bei Lacan vorkommt und überhaupt nicht leicht zu verstehen oder zu übersetzen ist. Man kann sich etwas darunter vorstellen, aber es ist nicht so sofort der Ersatz. Ich hätte eine Idee, zum Beispiel sagen, einen Ausgleich zu schaffen. Ein Ausgleich. Für etwas, was fehlt, ein Ausgleich. Und wie würde man einen Ausgleich schaffen ins Französische übersetzen? Auch ergänzen. Nein, das wäre ergänzen, das wäre compléter. Und Suppléance ist eben nicht Compléance oder keine Supposition. C'est justement pas complémenter, c'est pas une complémentarité, mais une suppléance, et une suppléance qui n'est pas une substitution non plus. Non, c'est En partie. En partie. Voilà, c'est ça. En partie. Ergänzen und ersetzen. Ça peut être ersetzen und ergänzen. Supplement statt Komplement. Supplement. Ja, dann hat man so ein Fremdwort übersetzt, dann ist man noch immer da. Ja. Eine Ergänzung und Ersetzung. Ergänzung ist schon besser. Ja, auch eine Vertretung. Vertretung, Suppléance. Also zum Beispiel in der Schule auf Italienisch, diese Suppléance ist es auch, wenn ein Lehrer in der Schule fehlt, ja, ist es eine Supplenz. Ja, das ist eine Vertretung. Also es kommt anstelle von etwas anderes. Oui, donc on essaie de tourner autour de ce terme qui est intéressant et qui, ça vaut la peine de s'arrêter un peu pour... C'est une fonction qui est reprise, en fait. C'est une fonction qui n'est pas remplie par le sexe et que le langage essaie de remplir. Hein, ouais. Was hältst du von Ersatz? Oui, remplacement. C'est facile. An die Stelle treten. Ouais. Remplacement voudrait dire un à la place d'un autre complètement. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la notion de temps dans suppléer, donc pour un certain temps? Donc c'est charge, moi je dirais übernehmen. Absolument. C'est weit vom Wie war das Wort? Übernehmen, prendre en charge. C'est-à-dire que c'est aussi l'idée de reprendre, de suppléer une fonction, c'est-à-dire de reprendre une fonction. Oui. Oui. À un temps donné, de suppléer. De reprendre une fonction, mais en ne l'occupant pas de la même façon que celui qui manque. Exactement. C'est ça, oui. Ja. Das heißt, es kommt nicht wirklich zu einem Ersatz, denn das, was fehlt, wird nicht ersetzt. Es kommt etwas an die Stelle, aber so wie eine Form der Ergänzung, ein Ersatz und eine Ergänzung, aber dennoch eine Differenz. Donc la différence reste, n'est pas, ne disparaît pas, n'est pas levée. Je vais essayer, puis ensuite je vais devoir arrêter, de répondre à la dernière question sur la jouissance phallique. La jouissance phallique et la libido. Letzte Frage, das phallische Genießen, ja. Alors, il est vrai, comme le disait la personne qui m'a posé la question, que Freud, à un moment, a dit qu'il n'y avait qu'une libido et qu'elle était mal. Es trifft zu, dass Freud sein gewissen Argument gesagt hat, es gibt nur eine
Libido und die ist männlich. Ja. Mais il ne l'a pas toujours dit sous cette forme. Aber hat das nicht immer unter dieser Form gesagt oder in dieser Form? Voilà. Dans les derniers textes, il parlait plutôt de libido asexué. In seinen letzten Texten spricht Freud eher von einer asexuierten Libido. Alors, par contre, nous, ce qu'on peut dire, savoir, le chemin parcouru par Lacan, ce qu'on peut dire, was wir nach Lacan sagen können, c'est que, après, c'est en effet une libido qu'il n'y a pas lieu de dire mâle ou femelle, masculine ou féminine, mais phallique. Ja, das heißt, nach Lacan würden wir sagen, es ist nicht eine Libido, die männlich oder weiblich ist, sondern phallisch. Et là, nous rejoignons bien sûr la question posée sur la jouissance phallique, parce que bien entendu, il s'agit de ça. Das heißt, wir haben das dann mit einem falschen Genießen zu tun. Or, la jouissance phallique a connu dans notre siècle, dans le siècle précédent, puis dans le nôtre maintenant, das phallische Genießen hat in dem vergangenen Jahrhundert und in unserem Jahrhundert un remaniement extraordinaire. Wurde grundlegend verändert, dieser Begriff des Phallischen. Puisqu'il est maintenant devenu évident qu'elle est partagée de façon équivalente par les deux sexes. Weil, also es geht um den Begriff des phallischen Genießen, weil es jetzt als klar hervorgeht, erscheint, dass dieses phallische Genießen von den beiden Sexen, von den beiden Geschlechtern geteilt wird. Oder, ja. Freud, à son époque, parlait de la virilité de la petite fille dans son rapport à sa mère. Freud sprach von der Männlichkeit des kleinen Mädchens ihrer Mutter gegenüber. Or, le terme de virilité ne convient pas. Aber dieser Begriff der Männlichkeit ist nicht passend, trifft nicht zu. C'est évidemment de la jouissance phallique. Es handelt sich in der Tat um ein falsches Genießen. Qu'elle soit psychique ou qu'elle soit organique. Ob dieses Genießen jetzt psychisch oder organisch ist. Clitoridienne, c'est de la jouissance phallique. Das heißt klitoridal. Es handelt sich um ein falsches Genießen. Or, la jouissance phallique maintenant est partagée par les deux sexes, mais dans la logique féminine, et quand elle est choisie, il y en a une autre en plus. Ja, das heißt, dass das phallische Genießen bei den beiden Sexen, Geschlechtern vorzufinden ist, aber in einer weiblichen Logik kommt noch das andere Genießen hinzu. Ja. Tout à fait. Jouissance autre. Tout à fait. Et lorsque Lacan disait en 1980, l'année de la dissolution, 1980, das Jahr der Auflösung seiner Schule, sagte Lacan. Vous vous rappelez de cette phrase qu'il écrivait dans Le Monde, de la jouissance phallique, la femme n'est pas privée. Schreibt, das ist ein Satz, den Lacan in der Tageszeitung Le Monde veröffentlichte, ja, hatte damals diesen Bezug. Er sagt, von dem phallischen Genießen ist die Frau nicht ausgenommen. Ausgenommen. Eine Ausnahme. Être privé de. Privé? Être privé de. Ja. Okay. Sie ist nicht davon ausgenommen, ja, okay. Ce qui était évident pour nous depuis longtemps à écouter ce qu'il disait, mais qu'il n'avait jamais dit comme ça. Das heißt, wir, die ihm zugehört haben, wir waren darauf vorbereitet, aber er hat das nie unter dieser Form gesagt. Ja. Il l'avait jamais dit comme ça. C'était un petit peu culotté d'ailleurs de le dire comme ça. Und das war etwas culotté, etwas gewagt. Ja. Parce que justement, de la jouissance phallique,
parce que justement, de la jouissance phallique, la femme avait été très, très longtemps privée. Ja, ja, umso mehr als die Frau sehr, sehr lange von diesem falschen Genießen ausgeschlossen war oder sie war privé. Ich habe noch ausgenommen. Entwehrt. Entbehrt, enteignet. Dat is überhaupt Beraubt. Beraubt, warum nicht? Ja. Eh oui, puisqu'elle lui était interdite partout, sauf dans la maternité. Ja, weil sie war ihr verboten in jeder Hinsicht, außer in der Mutterschaft. Puisque, comme Freud le disait, la virilité de la petite fille, il fallait qu'elle y renonce pour devenir femme. Wie Freud sagt, muss das kleine Mädchen auf seine Männlichkeit verzichten, um Frau zu werden. Alors qu'avec la conception de Lacan, la jouissance phallique, la femme n'y renonce pas et n'a absolument pas besoin d'y renoncer. Wohingegen bei der Lacanischen Auffassung verzichtet die Frau nicht auf dieses falsche Genießen und braucht überhaupt nicht darauf zu verzichten. Parce que pour devenir femme, denn um Frau zu werden, la jouissance féminine ne vient pas à la place de la jouissance phallique, elle vient en plus. Denn um Frau zu werden, tritt das weibliche Genießen nicht anstelle des phallischen Genießens, sondern kommt hinzu. En plus, elle est ein Genieß, das hinzukommt. Ein zusätzliches Genießen. Ja. Parce que la logique pas toute, la femme pas toute, c'est ce qui consiste à passer d'une jouissance phallique à une jouissance autre, alternativement. Ja. Denn in dieser Logik und dieser Position des Patut, des nicht Ganzen, ja, kommt es eben zu einem, donc tu répètes la dernière phrase, dans la logique du patou. Le patou, c'est d'abord ce qui consiste à passer d'une jouissance phallique dans le discours à une jouissance autre hors du discours. Ja, das heißt, bedeutet diese Logik das nicht Ganzen, bedeutet den Übergang von einem phallischen Genießen in ein anderes Genießen. Ja. C'est pour ça que Sainte Thérèse est exemplaire. C'est pour ça que Sainte Thérèse est exemplaire. Est exemplaire ouais. parce qu'elle était aussi claire dans la description de sa jouissance autre, dans ses écrits. Dans l'organisation de sa jouissance phallique, c'était une femme politique qui fondait des monastères. Et là, tu parles de qui? Je sais pas, parce que j'ai pas suivi. Thérèse d'Avila. Ah, Thérèse, c'est vrai, oui, voilà, d'accord. Ja, von der Teresa von Avila, ja. Donc, qu'est-ce que tu disais de Thérèse? Elle montre bien comment elle passait, il y a très longtemps, donc c'est d'autant plus exemplaire, passait d'une jouissance phallique, c'était une fondatrice de monastère, c'était une femme politique, c'est une jouissance phallique, ça. À la jouissance autre, extatique de ses écrits. Ja, das heißt, also ein Beispiel, das sehr gut zeigt, wie bei ihr sie zeigt sehr gut den Übergang von einem phallischen Genießen, weil war die Begründerin eines Klosters in einer phallischen Position, und sie zeigt sehr gut diesen Übergang von einem phallischen Genießen in das andere Genießen, das sich in der Ekstase gezeigt hat, ja, in ihren Schriften. Ja. Voilà, je vais peut-être vous laisser ce soir. D'accord, merci. Alors, demain matin, 10h, c'est bon? Ouais, d'accord, ok. Demain. Alors, donc, merci. Au revoir.
Merci.